Salut tout le monde, c'est Niwo, je reviens en force aujourd'hui avec mes lectures du mois de juillet. Alors vous allez voir, il n'y en a pas autant que d'habitude parce que je vais vous expliquer tout ça. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc à peu près 3 semaines. Bon, ça va, c'est pas une grosse pause, mais j'ai commencé un nouveau taf. J'ai la rentrée qui arrive très bientôt parce que je reprends mes études. Donc fondamentalement, j'ai eu pas mal de choses à faire, de la paperasse, me remettre aussi à niveau, au niveau de terminale, parce que bon, j'avais fait un bac S, mais ça remonte à 4 ans maintenant. Donc quand tu pars en médecine, bah si t'as pas tes bases de terminale, t'es cuit. Donc j'ai pris le temps, voilà, de me remettre dans le bain, de réapprendre pas mal de choses dont je me souvenais plus, et donc forcément les vidéos n'étaient pas priorité, hein. Je pense que vous le comprendrez aisément, mais j'ai quand même pu lire quelques trucs. Je pense que le mois d'août sera pire, donc on verra, mais en tout cas en juillet j'ai quand même eu le temps de lire quelques trucs, et donc je vais vous présenter tout ça. Donc on va commencer chez Kiun parce qu'il n'y a qu'un titre, et c'est Beast Complex tome 1. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, de toute façon vous l'aurez à l'écran dans tous les cas. Donc Beast Complex, ça va être tout simplement une série qui est liée à l'univers de Beastars pour la simple et bonne raison que avant que Beastars existe en tant que série, forcément il y a eu des one-shots, il y a eu des petits chapitres qui sont sortis et qui ont permis la sérialisation, comme on dit, de Beastars. Et donc en fait, Beast Complex, ça va reprendre toutes ces petites histoires qui font partie de l'univers de Beastars, puisque forcément ce sont elles qui ont mené à ce qu'on connaît de Beastars, et donc qui vont nous permettre de découvrir l'univers sous un autre œil. Je suis pas fan souvent des histoires courtes, des chapitres style un chapitre une histoire, ça vous le savez, c'est pas quelque chose en général qui me transcende, mais le fait est que j'ai trouvé que quand on connaît la série principale, si on la connaît pas, je pense que l'impact est tout autre, mais quand on connaît la série principale, ça a quand même tout un intérêt, parce qu'on va découvrir déjà de nouveaux personnages, on va découvrir nouveaux aspects aussi de tout ce qui est mis en avant dans Beastars, notamment le rapport herbivore-carnivore. Tout ça, ça va être exposé d'une autre manière dans Beast Complex, et donc ça va être d'autant plus intéressant forcément parce que on va pas se limiter à ce cadre scolaire entre guillemets qu'il peut y avoir dans Beastars, même si c'est pas toujours le cas, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé ça très chouette aussi de découvrir en fait comment ça a commencé, comment on en est venu à la série Beastars. Donc si vous aimez beaucoup la série principale, ce qui je pense est le cas pour beaucoup de personnes, je vous invite à découvrir Beast Complex parce que c'est vraiment sympathique. Ensuite on va passer chez un autre éditeur où je n'ai qu'un tome, et ça va être chez Nobinobi avec le génialissime Iruma à l'école des démons, le 8e tome. Donc vous savez, Iruma à l'école des démons, je vous présente plus, c'est une série que j'aime beaucoup, qui sort quand même avec un rythme assez poussé par ailleurs, et donc on va toujours suivre Iruma. Donc le fait que, bon, je rappelle, c'est un humain qui a été vendu par ses parents à un démon qui a un certain âge et qui a jamais eu d'enfant, et donc qui décide de l'acheter pour s'en servir entre guillemets comme petit-fils, pour pouvoir se vanter auprès des copains. Grosso modo ça va être ça, et Iruma c'est un personnage qui n'a jamais dit non, qui a toujours été serviable auprès de tout le monde, et en fait il se rend compte que en étant à l'école des démons, c'est la première fois qu'il vit un petit peu pour lui. Donc on va suivre un petit peu son périple, le fait qu'ils doivent pas se faire choper, etc. Petit à petit il y a de plus en plus de gens qui commencent à se demander si ce serait pas un humain. Il y a des personnes qui sont carrément au courant. Ça va apporter quand même un petit plus au scénario, parce que bon, Iruma va prendre conscience qu'il va falloir qu'il commence un petit peu à se méfier, parce que forcément certaines personnes comprennent un petit peu sa véritable nature, et on va avoir quand même du développement des autres personnages, donc des démons forcément, qu'on découvre petit à petit. C'est une série qui est franchement pas prise de tête. Il y a quand même des petits passages un petit peu plus sérieux, mais dans l'ensemble ça va être vraiment très basé sur l'humour. Les personnages sont hyper singuliers, et c'est une série qui a quand même beaucoup de tomes et qui se lit super bien. C'est-à-dire au bout de 8 tomes, il s'est passé plein de choses, il y a eu de l'évolution sur plein de trucs, mais on est quand même au sein encore de cette première année, si je dis pas de conneries, pour Iruma, et donc il y a encore plein de possibilités, ce qui du coup explique le nombre de tomes au Japon. Autre éditeur où il y a eu qu'un tome, ça va être Doki Doki avec The Cave King. Série dont je n'attendais rien, que j'ai demandé sur Sanctuary parce qu'il y avait ce côté un petit peu aventure, etc., qui me plaisait bien, et le principe de Cave King, je trouvais ça assez mystérieux. Je me suis dit pierre précieuse, etc., ça va changer un petit peu, et effectivement ça change carrément, puisqu'on va suivre Il, je sais pas trop comment on le dit, mais qui grosso modo est prince d'un royaume, et chaque être sur cette planète peut avoir potentiellement un emblème, et cet emblème va lui permettre d'avoir un pouvoir. Le problème c'est que notre héros, on ne sait pas du tout à quoi sert son pouvoir, et donc c'est un petit peu la risée de tout le monde, la risée du royaume, un peu la honte, et donc ils vont faire en sorte de l'exiler sur une île où il n'y a rien du tout, il y a juste une mine, et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, et ça va être un prétexte en fait pour lui dire je t'offre une terre mon fils, comme si c'était exceptionnel, alors qu'en fait c'est concrètement de la daube. Et c'est là en fait que le pouvoir du héros va s'éveiller, puisque c'est
concrètement le maître des cavernes, hein. Je pense qu'on peut pas le dire autrement, et donc son pouvoir va s'éveiller à mesure qu'il va miner. Et c'est ça qui va être très intéressant parce que le scénario va se baser là-dessus. Ils vont essayer, voilà, enfin ils vont essayer. Il va essayer de construire en fait une civilisation en partant de ça. Il va rencontrer des gobelins, si je ne dis pas de bêtises, qui vont s'échouer sur sa petite île et qui vont rester avec lui. Et en fait, s'ils deviennent ses esclaves entre guillemets officiellement, il peut un peu leur transmettre pas mal de pouvoir, etc. Et donc eux, ils évoluent aussi de leur côté. Donc on va en fait avoir tout simplement une création de civilisation de zéro. À mon avis, ça va pas être aussi simple. On va avoir peut-être des antagonistes qui vont être jaloux, notamment la royauté, qui vont se dire qu'il y a une mine en fait sur cette île. Et donc je pense qu'il va devoir se battre pour garder cet équilibre et pouvoir continuer de découvrir pas mal de choses. Donc c'est super sympa. Il y a pas mal de petits aspects secondaires aussi. On va découvrir d'autres personnages dans d'autres milieux. On va beaucoup apprécier ce côté-là. Donc je trouve que honnêtement pour un premier tome, c'est un récit qui était très complet. Et j'ai honnêtement hâte de découvrir le tome 2. Ensuite, je vais pas en parler du tout parce que forcément yaoi, vous savez, c'est pas du tout dans ce type de vidéo que j'en parle. J'ai lu Laisse-moi te détester. C'est du Omegaverse, donc si vous aimez le genre, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas. Ensuite, on va passer chez Nazca Édition où il n'y a qu'une série mais plusieurs tomes avec les tomes 3, 4, 5, 6, 7 de Soul Land. Soul Land, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'étais pas trop convaincu, j'avais lu les deux premiers tomes, que c'était bien, mais que c'est vrai que en comparaison à Toda qui est une série génialissime, hein, dont j'ai lu les 11 tomes évidemment, je trouvais ça que c'était un petit peu nul et en fait je me suis dit bon bah allez, on a le temps là, bon j'avais d'autres trucs à lire mais je me suis dit j'avais envie de lire ça, donc j'ai commencé par le tome 3, j'ai commencé à bien aimer, du coup j'ai continué tome 4, tome 5, tome 6 et tome 7. Et en fait, Soul Land, voilà, c'est une série qui va quand même mettre un petit peu de temps à vraiment démarrer parce qu'au début on a pas mal d'infos, mais en même temps pas trop. C'est comme si on nous donnait plein d'infos, mais il manquait beaucoup de pièces en fait puzzle, mais ce qui rendait le tout un petit peu instable. Et petit à petit, on découvre d'autant plus de choses. Alors on en découvre plus sur l'univers, sur les personnages, etc. Qu'on suit depuis le début, notamment notre héros qui a un passif quand même assez mystérieux. Donc grosso modo en fait si vous aimez tous les titres manga chinois en couleur style Todag, Battle Through the Heavens, y a quoi d'autre, il y a Yuanzan, je sais plus le nouveau là de manette que j'ai pas encore lu d'ailleurs, ça va être en fait dans cette lignée. Ça va beaucoup ressembler à Todak sur la construction parce que je crois qu'en fait c'est fait exprès, hein, ce genre de manhwa c'est fait pour être ainsi, et donc au final vous finirez à mon avis forcément par kiffer si c'est un genre de titre que vous appréciez évidemment. On va passer du côté de chez Kana où il y a eu un petit couac. Kana, je vais pas avoir grand chose à vous présenter parce que grosso modo je suis en collaboration avec eux, j'ai pas reçu le colis de juillet, donc de ce que j'ai compris c'était pas voulu, c'est juste qu'il a dû se perdre, alors c'est un petit peu, c'est pas très plaisant, du coup je vais pas avoir grand chose. J'ai quand même pris sur Sanctuary le tome 3 de End sur les sorties de juillet, parce que de toute façon ça je ne le reçois pas de Kana End, donc je me suis dit si je le réserve sur Sanctuary pour faire la chronique, dans tous les cas je suis tranquille. Donc si vous voulez lire la chronique, elle est déjà sortie, vous l'avez comme d'habitude dans la barre de description. End, bon c'est un titre de la collection Life, vous allez voir que l'autre titre que je vais vous présenter c'est aussi de la collection Life, et donc c'est un achat pour le coup forcément, mais la collection Life c'est pour moi la meilleure chose qui existe chez Kana. Enfin c'est ma collection coup de cœur, tout ce qui sort petit à petit je commence à les lire. Là il me manque juste à lire chacun ses goûts, que j'ai pris le tome 1, donc voilà pareil que je vais devoir rattraper, mais sinon je lis tout de la collection Life et c'est génialissime. C'est génialissime, c'est une collection voilà, qui va être très réaliste mais qui a quand même cet aspect un petit peu romance, tranche de vie qu'on va apprécier, mais avec la difficulté forcément de la vie, c'est pas idéaliste. Et donc surtout End qui, voilà, Kaoru le personnage principal, on prend beaucoup dans la gueule. De base, pour expliquer un peu, elle a un rapport aux hommes qui est très compliqué, elle supporte pas d'être touchée, sauf par le docteur Yagai avec qui avoir une espèce de relation assez ambiguë de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Surtout lui qui va être très désagréable assez souvent avec lui. À côté de ça on va avoir Shiro, je crois, qui s'appelle, qui lui est amoureux de Kaoru mais qui ose pas faire le premier pas, etc. Et qui sait un petit peu qui connaît en fait son rapport aux hommes et il sait que c'est compliqué donc il tente rien. Voilà, donc grosso modo ça va être tout aussi bien dans ce tome. On va continuer de suivre un petit peu les rapports ambigus entre guillemets de Kaoru, sauf que je trouve quand même que sur la relation avec Yagai ça tourne un petit peu en rond parce qu'il sait pas ce qu'il veut, parce qu'il fait que de revenir en arrière, ça tourne un petit peu en rond. Mais on va avoir d'autres aspects, je vais pas développer pour pas spoil, mais d'autres aspects du titre qui vont pour le coup
entre guillemets contrebalancer cet effet-là, puisque ce sont des choses, voilà, des choses nouvelles qui du coup vont enrichir le scénario. Donc grosso modo, c'est encore un tome qui est très complet, encore un tome qui est très plaisant. C'est une série qui est terminée en 8 tomes, donc écoutez, hâte de lire la suite. Et pour finir avec Kana, on va avoir Love Fragrance. Donc les 3 premiers tomes, et je crois que c'est les 3 tomes sortis pour l'instant. Alors Love Fragrance, pareil, collection Life. C'est un titre que j'avais pas tenté, comme chacun ses goûts, que j'ai pas encore lu. Mais j'ai eu envie, je voyais que je faisais que de voir les tomes en librairie, j'étais là bon, puis j'ai fini par craquer, j'ai acheté le tome 1 et j'ai tellement aimé que j'ai pris le tome 2 et 3 quelques jours après. Alors Love Fragrance, grosso modo ça va être une histoire d'amour qui se concentre beaucoup sur les odeurs. Parce qu'on va suivre Asako en fait qui travaille dans une boutique de cosmétiques, donc qui se base beaucoup sur les senteurs, les parfums, les savons, les gels douche, ce genre de choses, et elle est complètement obsédée par son odeur, elle a l'impression de tout le temps puer parce qu'elle transpire beaucoup et elle le vit pas bien du tout, donc elle est obligée d'avoir toujours un change sur elle, d'avoir toujours plein de produits sur elle, et en fait c'est une forme de phobie sociale. Il faut utiliser des termes, et donc moi honnêtement qui en fais un petit peu, de plus en plus d'ailleurs, je me suis senti très touché par Asako en fait, qui de ce fait n'a pas de relation avec les hommes parce qu'elle a peur en fait de les rebuter. Sauf qu'un jour elle va se rapprocher de Kotaro qui est un petit peu le nez de l'entreprise, c'est-à-dire que il crée des produits qui fonctionnent très bien, voilà, il est dans l'aspect un petit peu fabrication, et il va sentir Asako et se rendre compte que pour lui elle sent monstrueusement bien, c'est une grande source d'inspiration pour lui, et donc même si c'est un peu chelou, il va commencer à la sentir un petit peu tous les jours. Et forcément, ce sont le genre de choses qui rapprochent, donc qui vont très rapidement sortir ensemble dès le premier tome, si je dis pas de bêtises, donc c'est pas vraiment un gros spoil. Et donc grosso modo dans la suite, on va suivre un petit peu l'évolution de leur histoire qui est cachée forcément parce que Asako, qui est une femme très timide, très renfermée, si on apprend qu'elle est avec entre guillemets la tête de l'entreprise, forcément elle a peur en fait qu'on la juge, donc du coup elle décide de ne pas en parler. Voilà, grosso modo de ne pas en parler. Et donc, on va les suivre, voilà, c'est en voyage, sur l'élaboration de certains produits, dans l'aspect de leur vie personnelle, professionnelle, avec leur entourage. Et c'est toujours ce côté live en fait de cette collection qui fait qu'on adhère au titre et qui fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce titre-là. Et je vous le recommanderais chaudement. Ensuite, j'ai Soleil. Ensuite, un tome, j'ai eu du mal à le lire parce que, je sais pas, vous avez des tomes comme ça, vous les prenez, vous avez envie de les lire, mais au moment de les lire, vous regardez le tome et vous osez pas. Donc j'ai mis du temps à le lire, mais bon, ça a été quand même une très bonne surprise. C'est The Case Book of Arn, je ne sais plus parler, allô, qui grosso modo va nous raconter l'histoire d'une jeune fille noble qui se rend compte que son père sort la nuit, et depuis qu'en fait que sa femme est morte, il a un petit peu perdu la boule, il est persuadé qu'elle n'est pas morte et il ne supporte pas en fait que les gens de la maison parlent de son décès. Et donc du coup la nuit, elle va se rendre compte qu'il sort, et donc elle va le suivre et elle va tomber sur un jeune vampire qui s'appelle Arn. Et en fait elle s'est carrément transportée dans un autre monde, donc un monde avec des morts vivants. Donc Arn va être capable de la ramener dans son monde, ça y a pas de souci, et il va également l'aider à enquêter sur son père pour avoir des informations et savoir ce qu'il fait la nuit, parce qu'il y a des meurtres en ville et il se demande elle se demande si son père serait pas lié à tout ça. Donc grosso modo, ça va être une série alors avec un gros côté vampirique effectivement que moi j'apprécie beaucoup, j'adore voilà, les histoires vampires, mais faut aimer. Mais il n'y a pas que ça, il va y avoir quand même tout ce côté mystérieux autour du père qui perd la boule, voilà, une petite enquête entre guillemets par rapport à ce qu'il fait la nuit. On va avoir déjà quelques révélations dans ce tome, mais pas non plus de manière excessive. On va avoir tout ce qu'il faut en fait pour avoir envie, nous donner envie de lire la suite, tout simplement. On va voilà, avoir en fait un peu cet ensemble qui fait qu'on accroche au titre, même si c'est pas exceptionnel, où tu termines le tome, t'es pas en mode waouh c'est la meilleure lecture de ma vie, mais le fait est qu'il y a des éléments, qu'il y a tout ce cheminement en fait qui se fait de manière totalement naturelle, qui font qu'on adhère au titre évidemment très facilement, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la lecture. Pareil, j'ai fait une chronique, donc je vous invite à aller la lire si ça vous intéresse. Toujours chez Soleil, on a lu Les sorcières invincibles, tueuses de slime depuis 300 ans, tome 3. Donc, grosso merdo, vous allez le voir,
c'est toujours, quand je lis le tome 3, enfin un tome de La Sorcière Invincible, je lis un tome de Coma Héroïque, mais on en reparlera juste après. La Sorcière Invincible, il y a un anime, donc déjà si vous voulez découvrir le titre, vous pouvez, avec de l'animation, c'est chouette. Bref, je dis n'importe quoi. C'est un isekai, mais qui va être tranquille. On va suivre une femme qui est morte de surmenage. Elle s'appelle Azusa et donc elle va se retrouver à sa mort transportée dans un univers où elle va être une sorcière avec une maison et elle va tuer des slimes pour subvenir à ses besoins sans prise de tête. Sauf que petit à petit, au fil des chapitres, au fil des tomes, elle découvre de nouvelles personnes. Il y a des filles qui vont venir vivre avec elle parce que ce sont les réincarnations des slimes qu'elle a tués. Ce genre de choses, elle va rencontrer de nouvelles personnes. Il y aura de plus en plus de personnes dans son entourage, des gens qui vont comprendre sa puissance, qui vont vouloir se battre contre elle. Et donc, grosso modo, La Sorcière Invincible, ça va être ça. Ça va être un mélange de petites histoires, de petites enquêtes entre guillemets, ou je sais pas comment on veut dire, de quêtes plutôt, ça sera un petit peu plus juste, où elle va venir en aide à certaines personnes qui vont faire partie de son cercle entre guillemets ensuite, avec également des petites tâches du quotidien, des trucs tranches de vie, style des festivals, des restaurants, etc. Ce genre de choses. Donc c'est un titre qui va faire voilà, ce côté isekai mais pas trop aventure, qui va être plus tout doux, tout mignon. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce titre et je pense que vous saurez apprécier également évidemment. Et donc Coma Héroïque tome 3, alors lui c'est pas du tout dans le même registre. Ensuite Akafumi, grosso modo depuis le tome 1, et son oncle a été dans le coma pendant 17 ans et quand il se réveille, Takafumi se rend compte que son oncle a des pouvoirs et qu'il va lui prouver et qu'en fait même s'il était dans le coma, il était dans un univers, donc comme un isekai mais d'une manière un petit peu spéciale. J'avais dit dans le premier tome qu'il y avait quelques problèmes, notamment le fait qu'on savait qu'il était sorti en fait de cet univers. Du coup il nous raconte ses souvenirs, il y a un aspect réalité actuelle et sa réalité quand il était dans le monde, dans ce monde là, qui évolue un petit peu de manière simultanée, mais le fait que ça passait que par des souvenirs, on voyait pas trop l'impact parce que on savait que c'était des choses passées, que dans tous les cas maintenant il était là, donc ça posait souci. Le tome 2 c'était plus intéressant parce qu'on avait plus en détail sur son histoire, on avait aussi plus de développement dans la réalité, et ce tome 3 ça retombe un petit peu, j'ai eu du mal à le finir parce que c'est toujours le même schéma en fait, c'est toujours le même humour, c'est toujours la même façon de faire, il n'y a pas de renouvellement et le souci c'est que vu qu'on sait de toute façon, en tout cas pour l'instant, qu'il a terminé en fait son histoire et que quand on aura fini les souvenirs en théorie sera fini, je pense pas, à mon avis l'auteur va faire des zigouigouis, des machins pour justifier X par X ou Y, enfin voilà, mais pour l'instant on peut se baser que sur ce qu'on sait, donc c'est ce qu'on sait. Et puis le caractère de l'oncle il est gênant, enfin il est à moitié en même temps intelligent parce qu'il sait plein de trucs mais en même temps très bête, il a des réactions voilà très stéréotypées et beaucoup rabaissées. Moi ça prend plus, je pense qu'au bout d'un moment ça devient un petit peu chiant, donc c'est dommage. Je laisse quand même la chance à la série parce que je le fais toujours, mais je suis quand même mitigé. Et la nouvelle série de Saki Eikawa que vous connaissez certainement, donc Black Marriage. Donc grosso modo on va suivre une fille qui s'occupe de l'orphelinat qu'elle a récupéré de ses parents, sauf qu'elle est endettée clairement financièrement, un gros souci, donc l'orphelinat va être vendu et racheté par un beau jeune homme qui lui dit qu'en échange il veut qu'il se marie. Pourquoi? Parce qu'il en a marre que les filles lui tournent autour. Voilà, donc c'est un scénario typique shoujo, typique Saki Eikawa, mais elle a toujours ce moyen en fait de nous donner envie, de nous mettre dans son univers. Moi personnellement par contre je ne lis pas toutes ces séries parce que ça sort quand même régulièrement, il y a beaucoup de l'autrice. Je lis à peu près une série sur 2 et comme ça devient pas lassant parce que elle va toujours quand même aller un peu dans la même manière de développer ses personnages, physiquement ils se ressemblent beaucoup, il y a du renouvellement mais pas tant que ça, donc le fait de pas lire toutes ses œuvres, du coup je le ressens beaucoup moins, ça a beaucoup moins d'impact, donc j'apprécie beaucoup plus. Mais Black Marriage en tant que tel, ça va être voilà un shoujo classique mais du Saki Eikawa, donc c'est toujours sympa à lire. Ensuite on va passer du côté de Mangetsu. Vous savez Mangetsu, pour l'instant pour moi c'est un sans faute, je suis totalement fan, notamment le tome 3 d'Awashi. Le tome 3 d'Awashi j'étais prévenu parce que dans Tsukimi sur Twitter et tout, Sullivan du coup qui est entre guillemets le directeur éditorial, je sais pas trop comment il aime se faire nommer ou comment il est nommé en termes général, mais voilà, donc il en parlait beaucoup. Et tome 3 d'Awashi, visiblement il y avait des scènes de tranche de vie en fait qui prouvaient que c'était pas seulement un shonen, qu'il y avait tout cet aspect un peu seinen tranche de vie qu'on peut apprécier surtout dans les mangas de sport, d'avoir voilà un bon ratio. Awashi c'est un excellent manga de sport
Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce côté adrénaline, on va avoir ce côté où les personnages nous prennent aux tripes, mais ils ont un vécu, ils ont un passif et ils ont des relations qui sont développées, des relations notamment familiales qui sont super importantes et qui sont super belles. Pour moi, c'est une pépite ce manga. Ça faisait longtemps qu'un manga de sport entre guillemets ne m'avait pas fait ça, même un manga tout court. T'es fort, t'es obligé de t'attacher au personnage, et puis dans les 2 premiers tomes, on avait les sélections. Pour l'équipe U18, donc on se demandait qui allait être pris, est-ce que Hachito allait être pris, est-ce que ses camarades en fait avec qui il était, qu'on commençait déjà un petit peu à apprécier, allaient être pris. Donc on a déjà des réponses, des éléments de réponse dans Son 3. Pour moi déjà c'était un très bon tome, et en plus on a eu vraiment un passage avec la mère d'Hachito. Je n'irai pas, déjà c'est Hachito, c'est pas Hachito parce que c'est un S et un C, c'est pas un C, bon on s'en fout, mais grosso modo il y a vraiment une scène qui est génialissime et très touchante. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tergiverser là-dessus, et c'est ce côté vraiment mix en fait qui va faire, je pense, la beauté de la série. J'ai hâte de voir en version animée comment ça va rendre, mais si vous voulez vraiment un bon manga de sport mais qui mêle pas que le sport, qui mêle un sport réaliste avec du tranche de vie réaliste, Awashi c'est honnêtement un exemple parfait. Ensuite je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je vais pas revenir énormément dessus, mais j'ai lu Panda Detective Agency, le tome 1, voilà, donc je pense que ce sera une série en 2 tomes. Bon, j'en ai déjà parlé, le tome 2 n'est pas encore sorti au Japon, donc on le saura plus tard. Parce que bon, l'auteur a des problèmes de santé, donc c'est pour ça aussi que ce récit est assez touchant, parce qu'on imagine en fait l'âme qu'a pu mettre l'auteur dans la série. Donc grosso modo, pendant Detective Agency, ça va parler de métamorphie. Donc la métamorphie, c'est une maladie qui fait que petit à petit certaines personnes se transforment en animaux. Donc ces personnes-là ont un animal en eux, et par étapes, suite à des événements particuliers, ou voilà, juste à cause du temps, ils vont se transformer petit à petit en animaux. Et donc notre personnage principal, Anda, lui, il va se transformer en panda. Donc voilà, son nom Voilà. Son nom ressemble un petit peu, et il va faire partie d'une agence de détectives qui vont traiter en fait ces cas de métamorphie, donc nos différentes situations. Et donc ce qui va faire qu'on va découvrir beaucoup de personnages atteints de métamorphie avec des situations très touchantes, mais qu'en même temps on va avoir quand même un fil conducteur. Ça va pas être forcément que l'histoire, on va avoir un fil conducteur qui va se passer autour de nos deux protagonistes, donc Anda qui du coup est atteint de métamorphie, et Takebayashi qui lui ne l'est pas, et donc a un peu plus de distance entre guillemets avec ça. Donc on va suivre ces deux personnages là. C'est un excellent tome. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo, mais moi j'ai adoré. Pour moi c'est un tome ultime, il est parfait et il pourrait se suffire à lui-même, il n'y aurait pas forcément besoin de suite. Et alors vous allez voir que j'ai encore le marque-page dedans parce que je suis en triple, quadruple relecture, je ne sais plus trop, de Tomie. Alors Tomie, pareil, je ne vais pas détailler parce que je prévois une vidéo dédiée, et donc type de vidéo aussi qui sera dédiée à Junji Ito. Je suis déjà en train de travailler sur la vidéo, je suis déjà en train de travailler sur tous les trucs qu'il y aura autour de la vidéo, notamment un espèce de magazine en PDF. Vous allez voir, je vous ferai de toute façon une vidéo explicative de quelques minutes qui viendra juste avant la vidéo sur Tomie. Ça va arriver, ça prend du temps, d'autant plus que comme je vous ai expliqué, j'ai pas eu trop de temps dernièrement, donc j'ai vraiment mis toute mon énergie dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres vidéos à côté. Voilà, donc il y aura une vidéo dédiée sur Tomie et donc une série de vidéos sur Junji Ito. Je vous inviterai à aller voir parce que je vais vraiment tout donner, je vais faire de mon maximum comme j'avais fait pour Kingdom à l'époque. Bon, voilà, les vieux savent, enfin les anciens, parce que c'est pas parce que vous êtes là depuis longtemps que vous êtes vieux, hein. Moi je suis encore jeune s'il vous plaît. Mais voilà, grosso merdo, Junji Ito c'est un maître de l'horreur, c'est génialissime, et Tomie c'est son premier bébé, donc qui a commencé, c'est son premier à commencer, mais c'est pas son premier à terminer puisqu'il est terminé bien longtemps après. Et on va finir avec Pika. D'abord j'ai lu le 6e tome, c'est bon, vous voyez bien, de Hitman, les coulisses du manga, par Koji Seo qui est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, Koji Seo qui fait des trucs super sympas, et plus on avance dans Hitman, plus on va avoir un espèce de crossover avec les personnages de Fuka. Là en ce moment on est en plein dedans, il y a les personnages, et donc on en apprend un peu plus aussi sur l'histoire de Fuka, et c'est super plaisant de les revoir. Et Hitman, grosso modo, on va être dans le monde de l'édition, le monde du manga. On va suivre un éditeur qui a la pêche, qui veut absolument devenir le meilleur entre guillemets éditeur avec sa meilleure autrice. Il veut en faire la meilleure mangaka du Japon. Donc ça va être l'histoire de base, mais on va se rendre compte petit à petit qu'il va être obligé de gérer d'autres autrices, d'autres mangaka, et donc de ce fait il va pas pouvoir être aussi tranché et souhaiter entre guillemets le bonheur à Takanashi, qui évidemment est sa première mangaka, donc il y a un lien particulier entre eux, mais forcément il ne peut pas tout baser sur elle non plus. Donc on va voir cet aspect de relationnel en fait qui va entrer en jeu. De plus en plus on voit que les filles s'intéressent à lui
autrement que comme un éditeur. Voilà, bon, tout le côté romance qu'on a l'habitude de voir chez Kujiseo, mais j'ai hâte de voir voilà, comment les personnages vont être développés parce qu'on le découvre de plus en plus. On le découvre de plus en plus. Si vous aimez l'auteur, honnêtement c'est génial. Si vous aimez pas, je vous invite fortement à découvrir ce qu'il a fait avant et également cette série-ci parce qu'il y a du lourd, en perspective et il y a du lourd que vous êtes en train de louper. Le premier tome de Karate Hit, Karate Hat, je ne sais pas trop comment on le dit, on s'en fout. Grosso modo, pareil, manga de sport qui va nous parler de karaté et bah ça va être super cool. Je n'en attendais pas autant. Je vous avoue, je l'avais même pas demandé à Pika, je l'ai même pas reçu de Pika. Je l'ai reçu de Sanctuary parce que je voyais qu'il était sur la page et je me suis dit why not. Takumi, c'est un jeune génie du karaté, sauf que du coup il peut pas s'entraîner avec les gens de son âge parce qu'ils sont pas assez forts, il risque de les blesser. Et il va suivre, il va rencontrer Shinya et va lui apprendre le karaté, donner cette passion parce que Shinya va être très passionné et c'est notamment par rapport à son lien avec Takumi. Le problème c'est que Shinya va vouloir faire le même entraînement de Takumi, sauf que comme on l'a expliqué juste avant, Takumi est un peu un cas à part, c'est un génie du karaté donc son entraînement ok est extrême mais les gens normaux ne sont pas capables de le faire. Donc Shinya va se retrouver à l'hôpital et il va y avoir des conflits entre eux parce que Takumi va penser que Shinya grosso modo il est très fâché alors qu'en fait il est super content des entraînements qu'il a fait. Et donc il va décider de se mettre sérieusement au karaté. Et il va avoir un truc à lui, un truc particulier, je vous dirai pas quoi, qui fait qu'il a des aptitudes, je sais pas comment on dit, je sais plus le terme, mais par rapport au karaté qui devrait l'aider par la suite. Donc c'est une petite série en 3 tomes où on va découvrir je pense son évolution de manière assez rapide. Je sais pas du tout comment ça va se baser, mais je pense que le sport va pas être le seul élément, on va plus se baser sur le côté relationnel notamment entre les deux amis et je pense qu'on va pas avoir une série qui en veut entre guillemets parce que forcément en 3 tomes il y a quand même des limites, mais honnêtement je suis assez confiant sur le résultat. So I'm a Spider, So What, tome 6, le isekai de l'araignée, magnifique, beaucoup de gens aiment dont moi, qui prend enfin de l'élan parce que souvent les gens jusqu'au tome 5 ils nous disaient ah ouais mais c'est trop répétitif, j'en ai marre. Je vais pas rentrer dans les détails sur ce tome 6 parce qu'il faut le lire, mais grosso modo dans ce tome 6 on a enfin tout ce qui manquait en fait aux 5 premiers tomes que moi j'avais adoré, mais c'est vrai que objectivement il manquait des choses dont il ne manque plus. À la base on suit une petite araignée qui est dans un isekai hein, donc à la base c'était pas une araignée, c'était un humain comme vous et moi qui s'est réincarné du coup en araignée, qui va petit à petit gagner des compétences, monter en niveau et essayer de sortir d'un donjon parce que évidemment elle a spawn dans un donjon. Donc on va suivre ces petites évolutions, ces petites stratégies, des situations qui sont un petit peu désespérées et toutes les compétences qu'elle va acquérir. Grosso modo c'est ça, So I'm a Spider, So What, et c'est un isekai qui se veut innovant, qui est vraiment super bien foutu et qui se développe de plus en plus niveau scénario. Ce tome 6 c'est génialissime, c'est le meilleur de la série. Donc si vous avez envie de découvrir un isekai qui vaut le détour et qui est pas si redondant que ça, comme ça peut être le cas de beaucoup d'isekai, je vous le recommande chaudement. Ensuite, Kaguya-sama Love is War, tome 4. Kaguya-sama, c'est une série, je vous en ai déjà parlé les 2 premiers tomes, j'ai eu un petit peu de mal à me mettre dans l'histoire en fait à partir de la moitié du tome 2 et le tome 3. Là on est pris dans l'humour, là on comprend mieux la série, là on... Voilà, donc ce tome 4 évidemment ne fait pas exception. Kaguya-sama, on va suivre Shirogane et Shinomiya qui sont respectivement président et vice-présidente du BDE. Et donc leur but c'est de faire craquer l'autre, que l'autre leur avoue, enfin lui avoue ses sentiments et à cause de ça ils vont se mettre en situation, ça va être une sorte de compétition, sauf que du coup il y a plein de choses qu'ils voudraient se demander, qu'ils voudraient se dire, qui ne vont pas se dire parce qu'ils se disent que ça peut paraître comme une déclaration. Donc grosso modo ça va être ça. Voilà, ça va être ça, Kaguya-sama, ça va être beaucoup d'humour, ça va être des situations un petit peu grotesques mais qui sont de plus en plus cohérentes. On en découvre de plus en plus sur les personnages, sur leur passé, sur leur environnement, sur leur famille et sur leur évolution, et forcément on sent qu'il y a quand même une évolution au niveau de la relation entre Shirogane et Shinomiya, mais qui ne peut pas être avouée. Donc c'est ça qui va être intéressant. Par contre je trouve qu'il y a quand même beaucoup de tomes et j'ai du mal à savoir comment ça va pouvoir être développé par la suite, donc ça j'attends avec impatience de le découvrir parce que je suis un petit peu perplexe là-dessus, mais ça reste pour l'instant en tout cas une très bonne série. The Witch and the Beast tome 2, donc The Witch and the Beast, je vous avais présenté le tome 1 que j'avais aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, c'était pas un coup de cœur, c'est toujours pas un coup de cœur, mais c'est une bonne série qui va nous parler de sorcières. Voilà, donc vous savez, sorcières avec tout ce que cela implique. Donc voilà, il y a des sorcières qui sont meurtrières et donc faut s'en débarrasser. Donc on a la guilde de l'ordre noir, je crois, qui s'occupe de ces 4 sorcières en fait et qui les exterminent ou font en sorte que
qu'elle n'apparaisse plus, qu'elle ne fasse plus de ce genre de choses. Donc grosso merdo, on va suivre ça. Il y a des histoires de malédiction, il y a pas mal de choses en fait dans cette série, et c'est une série qui est très sombre. Il faut avoir le cœur accroché ou alors faut pas trop s'investir émotionnellement parce que il se passe pas mal de choses et c'est assez catastrophique, et ça va reprendre en fait tout ce qui va être autour des sorcières, donc grosso modo tout ce qui va être surnaturel ou paranormal. Voilà, je ne sais pas quel terme on doit vraiment utiliser, et donc c'est assez plaisant parce que c'est des domaines que moi j'apprécie beaucoup, mais en même temps ça fait un petit peu trop, et je pense qu'il va falloir quand même plus de développement de personnages, qu'on a quand même quelques brides par-ci par-là du passé des personnages, mais pour moi c'est pas encore assez concluant. Voilà, mais ça reste quand même pour l'instant une bonne série. Et gros coup de cœur, le tome 4 de Blue Period. Alors Blue Period, c'est un gros coup de cœur, c'est une série qui est génialissime, qui se base sur la peinture, donc bon, c'est quand même domaine artistique, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup du manga finalement, donc le fait de le voir en sujet de manga, c'est d'autant plus satisfaisant. Yatora, il a tout plaqué, il était super bon élève, et il a découvert une œuvre d'art qui l'a fait kiffer et qui l'a donné envie en fait, qui lui a donné envie de rejoindre le club d'art et même de vouloir faire ses études supérieures dans une école d'art. Donc Yatora, même si de base c'est le mec super faux en fait, qui va toujours s'adapter aux autres, qui va toujours faire ce qu'on attend de lui, c'est la première fois qu'il fait quelque chose pour lui, et donc c'est ça qui va être génial, ce qu'on va le suivre petit à petit, on se rend bien compte que c'est sa vision des choses, c'est ce qu'il voulait, et ça a un côté très plaisant. Voilà. Dans ce tome 4, on se rapproche de plus en plus des examens, on en a même une partie des examens pour l'école donc de Geidai. C'est l'école dans laquelle il veut rentrer parce qu'il n'a pas de gros moyens, donc les écoles privées il ne peut pas, donc c'est l'école nationale d'art je crois, et du coup il va de plus en plus se remettre en question parce que il n'a pas commencé il y a si longtemps que ça, il repart de loin, et il a un côté quand même très scolaire de faire ses œuvres, et il a beaucoup de mal à laisser vraiment vivre sa créativité, et donc dans ce tome là il va beaucoup se remettre en question, et c'est des étapes qui sont essentielles en fait pour parvenir à ses fins. On ne sait pas s'il va avoir le concours, je l'espère pour lui, mais c'est tout à fait plausible qu'il ne l'ait pas et qu'il doive retenter et s'améliorer. C'est une série quand même qui va beaucoup se baser sur le tranche de vie forcément, mais avec des personnages qui vont être riches en couleurs, qui vont être assez exotiques, donc ça relève un petit peu entre guillemets l'histoire, ça donne du dynamisme, ça donne de la folie entre guillemets, et ce côté artistique forcément qui est d'autant plus présent. Voilà, donc ça va être ce mélange assez subtil par moments, assez abrupt par d'autres moments, mais c'est ce qui fait Blue Period, et c'est ce qui fait que c'est aussi bien, c'est ce qui fait que on kiffe toujours le moment de lecture, que c'est génialissime, et c'est ce qui fait que je vais vous recommander chaudement cette série. Honnêtement, pour moi c'est une valeur sûre, donc je vous conseille de foncer dès que vous pouvez. Et voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai lu quand même pas mal de choses. Si vous avez lu des trucs en commun avec moi, dites-le moi comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.